Alors, comme nous l'avons déjà évoqué, le dispositif d'aide à l'accès au droit peut également s'analyser au travers du prisme de la philosophie du droit et de ses auteurs. Merci beaucoup, André. Je n'ai pas fini. Je suis pressé de dire pas. C'est donc cette approche que va exposer M. Yohann Saïd, vice-président de l'Association des chercheurs de l'Université Panthéon-Assas, membre de l'Institut Michel Villet, principal centre de recherche européen en matière de philosophie du droit, à qui je laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup. Merci André-Charles de me permettre d'intervenir aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à l'ensemble des organisateurs qui permettent donc de contribuer à cette deuxième journée nationale de l'accès au droit dans cette belle maison de la justice et du droit à Villemoisson-sur-Orge. Le thème que je vais aborder sur l'approche philosophique de l'accès au droit n'a sans doute jamais été traité d'une manière explicite. Mon intervention se déroulera en deux temps, par l'étude d'une part des apports de la philosophie grecque et du judaïsme dans l'acception moderne de l'accès au droit, et d'autre part par une réflexion sur des auteurs plus contemporains, notamment John Rawls, Emmanuel Levinas ou Isaiah Berlin. Je vais commencer mon propos brièvement par le procès de Socrate en 399 avant Jésus-Christ, condamné à mort par le tribunal de l'Héliée à Athènes. Il était accusé de 3 chefs d'accusation, par Mélétos, Anytos et Lycon. On lui a reproché d'avoir corrompu la justice, de ne pas avoir cru au Dieu qu'honore la cité, mais d'avoir cru en revanche en d'autres choses, des affaires de démons d'un nouveau genre. Que signifie l'accès au droit pour Socrate ? Socrate refuse la rhétorique. Il se méfie du sophisme. Il est à la recherche d'une quête du juste. Plus qu'un accès au droit, son procès doit permettre un accès à la justice, au juste. On remarquera sa méfiance pour l'opinion, mais sa croyance dans la parole vraie. Il redoute les rumeurs et l'interlocuteur invisible et impersonnel, ce fameux « on ». La sagesse socratique est une sagesse humaine. Socrate recherche ce qui est beau et ce qui est bon pour l'homme. C'est ainsi qu'il est souvent considéré comme l'être le plus sage de tous les temps. Sa défense est construite et habile. Socrate ne veut pas être un personnage ou un acteur, mais lui-même dans toute son authenticité. Il ne souhaite pas être représenté. Pour lui, le droit doit permettre, une fois de plus, d'accéder à la vérité. Il réfuterait ainsi la figure incarnée parfois du bon avocat. Pourquoi certains avocats seraient-ils bons et meilleurs que d'autres ? Parce qu'ils sont éloquents ? Pourquoi l'issue d'un procès devrait-elle dépendre des qualités d'éloquence d'un avocat ou même d'un client ? Socrate est condamné à mort, fidèle à ses principes, il refuse l'exil et accepte la sentence, même s'il se défendait de l'accusation d'impiété. J'aimerais maintenant parler un peu d'Aristote, très brièvement, et notamment du chapitre 5 de l'Éthique à Nicomaque. Oui, il fait une distinction, je reviendrai surtout sur ce point, parce qu'il y en a d'autres bien sûr, entre la justice distributive et la justice commutative. La justice distributive permet de donner à chacun ce qui lui revient, en tenant compte des différences existant entre les individus. La justice commutative, au contraire, équivaut donc à une réciprocité des obligations et des charges. Par exemple, en droit français, on applique vraiment majoritairement la justice commutative, notamment en matière de responsabilité civile extra-contractuelle, en refusant, contrairement au droit anglais et américain, par exemple, les dommages et intérêts punitifs, même si cela a été suggéré depuis plusieurs années, notamment par l'avant-projet catalan. Donc, pour Aristote, ce qui est important, c'est de définir un droit naturel classique, que Michel Villet d'ailleurs louait, même si, comme l'avait souligné François Chénédé lors d'une intervention
à l'Institut Michel Villet, dans le cadre d'un cycle de droit, ce n'est pas simplement la philosophie du droit, la philosophie d'Aristote, mais une philosophie du droit. J'en arrive maintenant à la Genèse, désolé de faire ce tour d'horizon un peu bref, il est vrai, qui utilise la métaphore du moule. L'être humain est unique, même si tous les êtres qui forment ce moule sont différents. On retrouve ici le principe d'hypersubjectivité de la Boétie et surtout de Kant. Le monde est composé d'une pluralité d'individus. Le fondement des droits réside dans la paternité divine et la fraternité des hommes. L'Éternel a formé tous les hommes du sceau d'Adam, le premier homme, et il n'en est pas un qui ressemble à l'autre. L'Exode rappelle qu'une loi universelle n'est possible que si les hommes sont égaux. Une seule et même loi régira l'étranger et l'indigène demeurant auprès de vous. Aucun être humain n'étant supérieur à l'autre et chacun ayant droit au respect de sa dignité humaine, la Mishnah condamne toute atteinte causée à la personne humaine et aux droits d'autrui. L'adultère, la convoitise, le faux témoignage. Le sens conféré à l'existence comme synthèse possible entre les droits individuels et les droits collectifs se rapproche en bien des aspects à la définition donnée par René Cassin. La vie en société ou la mort ne te sépare pas de la communauté. La loi juive protège les droits de la femme, de l'esclave, de l'étranger, du salarié qui doit être rémunéré avant la tombée de la nuit. Ne commets point d'extorsion sur ton prochain, point de caprice, que le salaire du journalier ne reste point par devers toi jusqu'au lendemain. Ézéchiel ainsi s'écrie « Malheur à qui fait travailler son prochain pour rien, sans lui donner de salaire ». Et on voit que la tradition juive donc, a été un fondement important de la notion d'individualisme, de droits individuels qui ont émergé notamment avec Benjamin Constant. Pour lui, il faut définir une sphère dans laquelle l'autorité étatique ne peut pas intervenir. Il définit des droits individuels, notamment donc, la liberté de la presse, les droits de la personne, donc, les droits qui tiennent à la personnalité, à la vie privée, la liberté d'expression et la liberté d'opinion. C'est un peu cette idée que reprend Isaiah Berlin dans sa définition négative de la liberté en tant que sphère qui ne doit pas être violée, qui est protectrice de l'homme et qui doit permettre donc à chacun des individus d'avoir des droits. Pour Emmanuel Lévinas, en revanche, ce qui est important, c'est la responsabilité, c'est l'envisagement de l'autre. L'autre est une personne humaine. Et je vis pour l'autre. Ma liberté s'exprime au travers du visage d'autrui. Ce qui veut dire par là, c'est que finalement la plus grande liberté, et c'est sans doute celle qui est exercée en ces lieux, c'est de pouvoir aider l'autre. C'est de pouvoir l'accompagner jusqu'à la justice. Alors la question que l'on peut se poser, qui est très importante, qui a été soulevée tout à l'heure, c'est déjà, qu'est-ce que le droit ? À quel droit veut-on atteindre ? Quel droit veut-on atteindre ? Est-ce que c'est la loi ? Vous savez, quand les rédacteurs du Code civil s'étaient posé la question, est-ce que la loi doit être très précise ou pas ? Et la réponse, c'est qu'ils ne voulaient pas que la loi entre trop dans les détails. La loi, donc, doit permettre une certaine intelligibilité, une certaine accessibilité. Le risque, c'est bien sûr de savoir quel doit être le rôle du juge. Certains auteurs, comme Beccaria notamment, redoutaient que le juge n'ait un rôle trop important. Ils voulaient le réduire au rôle simplement d'automate. Mais donc ce que je voudrais dire, c'est que par l'accès au droit, on peut l'entendre de différentes façons. Déjà, accès au droit, l'accession au droit, ce pourrait être pour Aristote le fait d'accéder à un droit juste, à un droit qui correspond au droit naturel, évolutif. Pour Platon et pour
la BCIS d'ailleurs, cette représentation est nécessaire. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas parvenir à créer des normes juridiques. On a besoin d'être représenté. Pour Platon, c'est le modèle de la technocratie. Il faut être représenté par des philosophes. On a besoin de représentants, de personnes sachantes, dire Platon, qui seront là donc pour venir préserver les droits et libertés des individus. Pour Lévinas, le droit et l'accès au droit, c'est un devoir, ce n'est pas seulement un droit. On a le devoir d'aider autrui. Pourquoi? Parce que autrui, c'est un autre moi-même. C'est quelqu'un que j'ai envie d'aider. Et d'ailleurs, quand on fait preuve de compassion, de sympathie, puisque les deux termes sont synonymes, cela montre bien que finalement, ma liberté, ce n'est pas seulement la mienne. Ma liberté, c'est aussi d'aider autrui. Ma liberté, donc, je la vois aussi dans la personne d'autrui. Et pour terminer, on a beaucoup parlé donc de la devise française, et je me rends compte que vraiment travailler ici, c'est incarner les trois mots donc de la devise, ces trois mots si importants. Parce que André Char, tu as parlé de l'aide à l'accès au droit. L'aide, c'est un acte de fraternité. L'accès de liberté et le droit, on le perçoit surtout comme une égalité. On a envie d'un droit qui soit juste. On n'a pas forcément envie d'une justice qui soit clémente, mais d'un droit juste, d'un droit égalitaire, d'un droit qui doit nous protéger, car on se sent victime d'une situation. Donc je pense que c'est pour ça, si je veux susciter des vocations, que c'est important d'insister sur ces trois points, sur le fait que l'on fait preuve donc à la fois de fraternité et qu'on est à l'écoute des autres, de liberté, et qu'on veille surtout à l'égalité entre les justiciables, et non pas à une justice favorable à l'un et défavorable à l'autre. Merci. Très bien. Merci. Bravo. Bon, tout ça, ça semble évoquer un peu la politique du Caire, sur laquelle on ne va pas s'étendre, hein, parce qu'on rentre dans un autre domaine, mais quel est l'auteur dont la thèse principale te semble le plus en adéquation avec cette problématique de l'accès au droit? Moi, je vais répondre John Rawls, et sa théorie sociale. John Rawls était un promoteur de la liberté, des libertés individuelles, mais pour lui, il faut une méta-valeur. Et cette méta-valeur, c'est la justice sociale. C'est l'état de droit tel qu'il a pu être défini par Léon Duguy, par exemple, Maurice Oriou. Ça veut dire qu'il doit y avoir une règle au-dessus de l'État. Sinon, il y a un risque d'arbitraire qui pourrait provenir des autorités étatiques. Très bien. Merci. Merci. Et c'est sur ces considérations très intellectuelles que se termine cette conférence. Merci à tous d'y avoir participé. Et donc, on vous donne rendez-vous, puisque Madame la Présidente nous a bien spécifié que l'année prochaine, nous aurons une nouvelle journée. Vous avez pris la responsabilité. Donc, on vous donne rendez-vous à la prochaine conférence l'année prochaine. Merci, Madame, Messieurs. Merci.